Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait trop parfait? Des sourires au bon moment, des mots impeccables, une présence irréprochable, polie, aimable, sans aucune faille. Et pourtant, quelque chose en vous se retirait. Un léger frisson, un malaise discret, un signal silencieux indiquant qu'il y avait quelque chose de profondément faux. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie du XXe siècle, a passé des décennies à étudier ce phénomène. Et il a lancé un avertissement. Un avertissement sur le type de personne le plus dangereux que vous puissiez rencontrer. Ce n'est pas le violent. Ce n'est pas le manipulateur classique. Ce n'est pas l'ennemi déclaré. C'est celui qui ignore qu'il ment. Jung a découvert que le véritable danger se cache derrière une bonté fabriquée, une vertu exagérée et un refus inconscient de se regarder en face. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi le mal le plus destructeur se dissimule derrière de bonnes intentions. Comment reconnaître les signaux invisibles chez ceux qui projettent leur propre ombre sur vous et pourquoi, selon Jung, cette personne peut détruire votre équilibre émotionnel sans même s'en rendre compte. Si vous avez déjà ressenti qu'une personne était trop bonne pour être vraie, ne l'ignorez pas. La réponse se trouve peut-être dans la psychologie profonde et elle pourrait vous éviter un effondrement qui commence en silence, mais finit dans le chaos. Il existe un certain silence qui n'est pas paix, mais prétention, une forme de bonté qui n'accueille pas, mais qui exclut, une lumière qui n'éclaire pas, mais qui aveugle. En franchissant ce premier portail symbolique, nous rencontrons l'un des archétypes les plus dissimulés de la psyché, celui de la pureté inconsciente. Imaginez une personne convaincue, profondément, de sa propre justesse morale. Ses actions semblent toujours justifiées, ses gestes nobles, ses intentions limpides. Cette personne marche dans le monde avec la posture du juste, persuadée de ne pas être capable de nuire. Mais il y a là un piège subtil. Elle ne reconnaît pas son ombre, et c'est précisément pour cela qu'elle devient dangereuse. Carl Jung nous avertit. Le mal le plus ravageur ne provient pas de ceux qui assument leur obscurité, mais de ceux qui la nient avec ferveur. La personne qui se croit trop bonne est comme une forteresse entourée de murailles d'autosatisfaction. Rien ne l'atteint, rien ne la corrige. Elle n'apprend pas, car elle ne se trompe jamais, du moins à ses yeux. Mais cette rigidité morale, qui se présente comme une éthique, est le signe d'une âme divisée, déconnectée de sa propre humanité. La pureté qui refuse l'affrontement avec l'ombre est une pureté stérile. Pire encore, elle devient une pureté agressive. Elle accuse, elle dénonce, elle corrige. Elle devient la surveillante des imperfections d'autrui, projetant sur les autres le mal qu'elle ne veut pas voir en elle-même. Et elle le fait avec zèle, avec un sentiment de mission presque sacré. À ce stade, il ne s'agit plus de bonté, mais de contrôle. Jung décrivait ce phénomène avec clarté. Le fanatisme est toujours la compensation d'un doute secret. Quand quelqu'un doit se convaincre, jour après jour, qu'il est moralement irréprochable, cette certitude ne vient pas de la lucidité, mais de la peur. La peur de découvrir en soi ce que l'on condamne chez l'autre, la peur de perdre le trône de la vertu, la peur d'être, au fond, humain. Cette pureté défensive est, en réalité, une fuite. C'est un mécanisme de protection psychique contre le chaos intérieur. Reconnaître l'ombre exige du courage, car c'est regarder son propre monstre dans les yeux et y reconnaître des traits familiers. Et tout le monde n'est pas prêt pour une telle descente. Il est plus facile de porter le masque du bon. Il est plus facile de condamner que de se confronter. Mais le prix à payer est élevé. Réprimer l'ombre ne l'élimine pas. Cela ne fait que la rendre plus perverse. Ce qui n'est pas accueilli à l'intérieur cherche une issue à l'extérieur. La personne qui se croit moralement invulnérable se permet d'être cruelle au nom du bien. Le zèle devient intolérance. La pitié devient humiliation. La justice devient punition. C'est cela l'avertissement de Jung. Plus une personne croit en sa pureté absolue, plus elle est aveugle à la complexité de son âme. Et cette cécité spirituelle est le véritable poison. Le dangereux, ici, ce n'est pas celui qui chute. C'est celui qui refuse d'admettre la chute. C'est celui qui enrobe sa haine d'un vernis éthique, son orgueil d'un discours moral, sa colère d'une tendresse jouée. Le portail de la pureté blessante est le commencement du chemin,
car c'est là que l'ego se sent en sécurité. Et c'est précisément cette sécurité qui doit être déconstruite. Il ne s'agit pas de rejeter toute bonté, mais de comprendre que la véritable bonté naît de la confrontation avec sa propre obscurité, et non de son déni. Ce que nous appelons danger, dans ce contexte, n'est pas une menace extérieure, mais une structure intérieure qui refuse de se transformer. Un esprit enfermé dans des certitudes morales, une âme qui ne veut pas se salir pour se purifier, un cœur qui veut aimer sans jamais être blessé. Mais il n'y a d'évolution réelle que dans l'affrontement. Et pour cela, le premier pas est celui-ci. Traverser le portail de la pureté illusoire et admettre que la lumière qui ne connaît pas l'obscurité n'est pas vertu, c'est vanité. Dans chaque être humain dort un monstre oublié. Ce n'est pas une bête tapie dans les ténèbres extérieures, mais une forme vivante, intérieure, faite de désirs refoulés, de colère niée, de souvenirs éteints par la honte ou par la peur. Jung l'appelait l'ombre, et elle était bien plus qu'un concept. Elle est un fait psychique, une force invisible, agissante et surtout méconnue. L'ombre ne demande pas à être éliminée, mais à être reconnue. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement réelle. Elle contient tout ce que la conscience a refusé d'intégrer. Les pulsions, les envies inavouées, les parts de soi que l'on juge indignes. Et pourtant, c'est dans cette obscurité que résident la vitalité, la créativité brute et l'authenticité profonde de l'être. L'ombre n'est pas l'ennemi, c'est la vérité qu'on ne veut pas voir. Le problème n'est pas de posséder une ombre, nous en avons tous une. Le problème, c'est de l'ignorer. Car ce que nous refoulons ne disparaît jamais. Cela se transforme. L'énergie non exprimée de l'ombre ne meurt pas. Elle se détourne, s'enfuit, se masque et finit par s'exprimer sous des formes déformées. Une gentillesse passive-agressive, une violence morale justifiée, un excès de contrôle sous prétexte de vertu. C'est pourquoi Jung insistait. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Lorsque nous ne faisons pas face à notre ombre, c'est elle qui finit par nous gouverner. Non pas ouvertement, mais à travers des décisions, des relations, des jugements. Elle se glisse dans nos paroles comme une ironie mordante, dans nos choix comme une peur masquée, dans nos combats comme une obsession de l'autre. Le monstre oublié n'est pas un mythe. Il est cette part de nous-mêmes que nous avons laissée dans l'enfance, que nous avons cachée dans les recoins de la morale, que nous avons censurée pour survivre ou être aimés. Mais ce monstre, loin d'être un ennemi, est un guide. Il nous invite à réconcilier les fragments perdus de notre identité. Il nous dit « Regarde-moi, je suis toi, et tant que tu me fuis, tu ne seras jamais libre. » Ignorer son ombre, c'est vivre dans l'illusion. C'est croire que l'on est uniquement ce que l'on montre. C'est s'identifier à une moitié du soi et condamner l'autre à la clandestinité psychique. Mais nul ne peut être pleinement humain sans accepter l'ambivalence. Nous ne sommes pas que lumière, tout comme nous ne sommes pas que nuit. Nous sommes tension, paradoxe, polarité. Reconnaître l'ombre, ce n'est pas justifier nos fautes, ni céder à nos impulsions destructrices. C'est au contraire les comprendre, les apprivoiser, les intégrer. C'est dire « Oui, cela existe en moi. Et parce que je le vois, je peux choisir autre chose. » C'est là que naît la liberté, dans la lucidité, non dans le déni. Et pourtant, combien fuient de cette confrontation? Combien préfèrent se draper dans des identités irréprochables, dans des postures spirituelles ou morales qui ne sont que des écrans contre la peur d'être face à soi-même? Mais ce refus a un coût. Il engendre des vies superficielles, des relations falsifiées et une intolérance grandissante envers l'ombre des autres, car elle reflète celle que nous avons refusé d'accueillir. Le monde extérieur devient alors le théâtre de nos ombres projetées. Le mauvais, c'est toujours l'autre. Le toxique, c'est toujours celui qui ne pense pas comme moi. L'ombre devient alors collective. Elle se manifeste dans les haines, les exclusions, les croisades idéologiques. Ce que l'individu refuse de voir en lui-même, la société le rejoue en masse. Il est urgent, alors, de se souvenir du monstre oublié, de l'appeler non pour le dompter, mais pour le comprendre, de l'écouter non pour lui obéir, mais pour apprendre ce qu'il a à dire, car dans le ventre de ce monstre, il y a une vérité qui nous libère, celle de notre humanité complète, imparfaite, contradictoire, mais réelle. Et ce n'est qu'en réintégrant ce fragment oublié que nous pourrons passer au prochain seuil, celui du miroir.
Le miroir est un symbole ancien. On y cherche souvent un reflet fidèle, mais il ne renvoie jamais exactement ce que nous sommes. Il inverse, il déforme parfois, il révèle surtout ce que nous ne voyons pas consciemment. Et dans l'univers psychique, le miroir n'est jamais un objet, il est l'autre. L'autre, l'ami, l'ennemi, le partenaire, l'étranger, est le théâtre privilégié de nos projections. Jung a démontré avec une lucidité redoutable que ce que nous rejetons ou idéalisons chez les autres est, bien souvent, une part de nous-mêmes déplacée à l'extérieur. Le monde devient alors un miroir vivant, mouvant, qui nous confronte à ce que nous ne savons pas encore voir en nous. L'illusion commence quand nous croyons que ce que nous percevons dans l'autre lui appartient uniquement. Nous disons « il est égoïste, elle est arrogante, ils sont perdus ». Mais en vérité, ces jugements révèlent souvent nos blessures, nos refoulements, nos manques. La violence verbale que nous dirigeons vers le dehors est une tentative inconsciente de rejeter ce qui nous dérange au-dedans. Et cela crée une grande tragédie relationnelle. Au lieu de rencontrer l'autre dans sa réalité, nous le travestissons en figure symbolique de notre ombre. Il cesse d'être une personne et devient un écran sur lequel nous projetons nos frustrations, nos attentes, nos hontes secrètes. Et plus nous nions cette dynamique, plus notre vision du monde se rigidifie. Les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Nous, ici, eux là-bas. Et le miroir, au lieu d'ouvrir à la conscience, devient un piège de confirmation. Jung écrivait « La rencontre avec soi-même signifie d'abord la rencontre avec sa propre ombre. » Et souvent, cette rencontre commence dans le regard que nous portons sur l'autre. Car si nous osons vraiment observer nos réactions, nos crispations, nos exclusions émotionnelles, nous découvrons qu'elles parlent moins de l'autre que de nous. Prenons un exemple. Un collègue nous exaspère par sa suffisance. À première vue, c'est lui le problème. Mais si l'on plonge plus profond, peut-être touchons-nous une vieille blessure, celle d'avoir été rabaissé ou de ne pas oser s'affirmer soi-même. L'autre devient alors le déclencheur, non la cause. Il nous renvoie une part de notre histoire, enfouie, encore douloureuse. Cette compréhension est libératrice mais aussi redoutable, car elle nous prive de la facilité de l'accusation. Elle exige responsabilité, lucidité et une certaine humilité. Elle nous force à admettre que l'autre, même dans son imperfection, n'est pas l'auteur de notre tourment. Il n'en est que le révélateur. Cela ne veut pas dire que tout est illusion, ni que l'autre est toujours innocent. Mais cela signifie que nos réactions à son égard sont souvent amplifiées, colorées, manipulées par notre inconscient. Le miroir ne ment pas. Il reflète ce que nous ne voulons pas regarder. Ce mécanisme de projection est particulièrement actif chez les individus qui se perçoivent comme moralement irréprochables. Plus une personne se croit pure, plus elle a besoin d'un ennemi extérieur pour contenir son ombre. Elle traquera alors, sans le savoir, les fautes chez les autres afin d'éviter d'avoir à se regarder. Et c'est ainsi que naissent les jugements catégoriques, les conflits insolubles, les ruptures émotionnelles sans fin. Dans cette logique, l'autre est toujours le fautif. Et plus il nous ressemble intérieurement, plus nous le rejetons violemment. C'est le mécanisme du miroir inversé. Ce que nous haïssons chez l'autre est souvent ce que nous ne supportons pas de reconnaître en nous. L'arrogance qu'on dénonce est peut-être notre désir de reconnaissance. La froideur que l'on critique est peut-être notre propre peur d'être vulnérable. Alors, que faire ? Il faut apprendre à lire le miroir, à se demander « Qu'est-ce que cette personne éveille en moi ? Quelle partie de moi est touchée, réactivée ? Et si c'était une invitation à guérir ?» Regarder l'autre comme un miroir, c'est entrer dans une nouvelle maturité relationnelle. Ce n'est pas excuser l'inacceptable, mais élargir notre regard. C'est comprendre que le monde extérieur n'est pas juste une réalité objective, mais une extension vivante de notre paysage intérieur. Et c'est peut-être là, dans ce choc des reflets, que commence le vrai chemin vers l'intégration. Nous portons tous un masque. Matsumera, il ne s'agit pas d'un mensonge au sens vulgaire, mais d'un mécanisme fondamental de la vie en société. Ce masque, Jung l'a nommé persona. Il était la figure que nous présentons au monde, notre rôle social, notre façade acceptable, notre moi public. Sans lui, la cohabitation serait impossible. Mais lorsque nous oublions que ce masque est un rôle, il devient une prison. La personne naît du besoin d'appartenance. Dès l'enfance,
nous apprenons que certains comportements nous valent sur l'amour, la reconnaissance, la sécurité. Alors, nous développons une image. L'enfant sage, l'élève modèle, l'ami loyal, le professionnel irréprochable, cette image devient une armure, elle nous protège, mais elle nous éloigne aussi de nous-mêmes. Le danger surgit lorsque nous nous identifions à la persona. Quand nous croyons être uniquement ce que nous montrons. À ce moment-là, tout ce qui ne correspond pas à cette image, les doutes, les émotions jugées faibles ou indignes, les impulsions non conformes, est rejeté dans l'ombre. Nous devenons alors des êtres partiels, amputés de leur vérité intérieure. La personne n'est pas le problème. Elle était nécessaire. Ce qui est toxique, c'est l'oubli. Oublier que derrière le masque existe un soi plus vaste, plus complexe, plus vivant. Oublier que l'image sociale est une construction, non une essence. Car celui qui confond le masque avec l'être se fige. Il devient rôle, et le rôle, par définition, est figé, répétitif, prévisible. Il rassure les autres, mais il tue la vie intérieure. Et plus une persona est parfaite, plus elle devient dangereuse. L'individu qui se montre toujours gentil, toujours posé, toujours moralement impeccable, court le risque de refouler des aspects essentiels de sa psyché, se convainc qu'il est ce personnage, et que tout ce qui ne lui ressemble doit être banni. Il entre alors dans une guerre intérieure permanente, une tension insoutenable entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent secrètement. Cette scission produit des conséquences graves. Elle génère du vide existentiel, de l'angoisse latente, un sentiment d'inauthenticité sourd mais persistant. L'individu peut réussir socialement, être admiré, aimé même, mais au fond, il se sent étranger à lui-même, car il sait, quelque part, que ce qu'il donne à voir n'est pas l'entier de ce qu'il est. Et c'est là que le masque devient trompeur. Non seulement il trompe les autres, mais il trompe surtout celui qui le porte. Il crée l'illusion d'un soi maîtrisé, alors qu'il dissimule une douleur silencieuse. Et plus la douleur est niée, plus l'ombre grandit. La personne peut aussi devenir un outil de pouvoir. Certaines figures charismatiques, politiques, spirituelles, sociales, utilisent leur masque pour exercer une influence. Elles ne montrent que ce qui renforce leur image de guide, de sauveur, de maître. Mais derrière le masque peut se cacher une ombre colossale. Besoin de domination, narcissisme, peur du vide intérieur. Jung avertissait que plus le masque était rigide, plus l'ombre est dense. Et quand la persona finit par craquer, car elle craque toujours un jour, l'individu traverse une crise. Crise de sens, crise d'identité, parfois effondrement psychique. Ce moment est douloureux, mais il peut devenir une porte vers l'être réel. Alors, que faire du masque? Le rejeter? Non, mais le regarder, le nommer, le porter avec conscience, se demander « Quel rôle suis-je en train de jouer? Que suis-je en train de cacher derrière ce rôle ?» Ces questions ne détruisent pas la persona, elles l'humanisent. Elles permettent une fluidité entre l'intérieur et l'extérieur. Et surtout, elles rouvrent la voie vers l'intégrité. Car il ne s'agit pas de vivre sans masque, mais de ne pas s'y perdre. Celui qui reconnaît son masque sans s'y confondre peut, enfin, rencontrer l'autre sans projection, sans défense excessive, sans théâtre. Il peut commencer à vivre non plus en fonction de l'attente extérieure, mais en cohérence avec son centre intérieur. Il ne devient pas parfait, mais il devient vrai. Et c'est cette vérité intérieure, une fois acceptée, qui prépare le passage vers l'étape suivante, le mythe du héros et la tragédie de celui qui veut sauver sans se connaître. Il est une figure qui fascine depuis les débuts des civilisations, la cellule du héros. Il brave le danger, affronte les monstres, sauve les innocents. Dans les mythes, il est porteur de lumière, restaurateur d'ordre, instrument de justice. Mais dans la psychologie profonde, cette figure peut devenir tragique, surtout lorsqu'elle agit sans conscience de sa propre ombre. Car le héros, lorsqu'il est aveugle, peut devenir destructeur. Jung nous invite à la méfiance. Le héros, qui croit incarner le bien absolu, devient dangereux, car il s'autorise, au nom du bien, toutes les formes de domination. Il s'identifie à une mission, souvent sauver l'autre, réparer le monde, élever les consciences, mais sans jamais remettre en question ses propres blessures, ses frustrations, ses désirs inconscients de contrôle ou de reconnaissance. Le héros aveugle ne se bat pas seulement contre le mal extérieur. Il projette à l'extérieur le chaos qu'il n'a pas encore affronté en lui-même.
Il voit des ennemis là où il y a des reflets. Il attaque des systèmes là où il y a des blessures personnelles. Il devient intransigeant, purificateur, parfois même violent, au nom d'une vérité qui n'est que partielle. C'est ici que le bien devient une arme. La personne qui se croit messianique, celle qui veut absolument éveiller les autres, corriger l'injustice, libérer les ignorants, peut cacher derrière cette posture une peur profonde, celle de se confronter à son propre vide. Elle transforme alors le monde extérieur en théâtre de sa croisade intérieure. Elle impose ses valeurs, condamne ce qui s'oppose et agit comme s'il n'y avait qu'une seule vérité possible, la sienne. Or, tout ce qui nie la pluralité de la psyché, tout ce qui impose une vision unique du bien, est une forme de tyrannie psychologique. Le héros aveugle ne tolère pas la nuance. Il vit dans le dualisme. Pour lui, il y a les bons et les méchants, les éveillés et les endormis, les purs et les corrompus. Ce manichéisme, typique de l'inconscient non intégré, génère des conflits sans fin. Et paradoxalement, plus il veut sauver, plus il oppresse. Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Le héros véritable n'est donc pas celui qui élimine le mal, mais celui qui reconnaît sa part de ténèbres et l'intègre. Il ne cherche pas à imposer la lumière à l'autre, mais à devenir plus transparent à lui-même. Cela demande une forme de dépouillement intérieur. Le héros doit, un jour, descendre de son cheval, poser son épée et se demander « Qu'est-ce que je cherche vraiment à sauver ? Qui est-ce que j'essaie d'éviter en sauvant l'autre ?» Ces questions déstabilisent l'ego, mais elles ouvrent la voie vers une action plus juste, plus humble, plus enracinée. Car il ne s'agit pas de renoncer à l'action, il s'agit de purifier l'intention, de voir que derrière certains élans altruistes peuvent se cacher des blessures d'enfance non reconnues, des besoins d'approbation, des peurs du rejet ou de l'impuissance. Lorsque ces motifs sont mis en lumière, l'élan du héros se transforme. Il cesse d'être une fuite, devient un service réel, non plus un rôle glorieux, mais une offrande sincère. Le monde n'a pas besoin de sauveurs aveugles. Il a besoin de présence lucide, de personnes capables d'aider sans dominer, de guider sans imposer, de poser des actes sans se croire élus. Il a besoin de héros démythifiés, désarmés de leur narcissisme spirituel ou moral et ouverts à la complexité humaine. Ce retournement intérieur marque un passage essentiel dans le chemin de l'âme. C'est la chute du héros dans son humanité. Une chute qui n'est pas une défaite, mais un éveil. C'est le moment où l'on cesse de vouloir corriger le monde pour, enfin, commencer à l'aimer tel qu'il est, imparfait, ambigu, vivant. Et c'est dans cette chute que commence la vraie montée, celle de la conscience. Car seul celui qui a vu les dégâts de son propre bien peut aspirer à un bien plus profond, celui qui guérit au lieu de punir, celui qui relie au lieu de diviser. Il existe au cœur de chaque chemin d'individuation un moment inévitable et redouté. La descente, une plongée symbolique dans la profondeur de l'âme, là où résident les peurs anciennes, les douleurs non exprimées, les vérités enfouies sous des couches de rôles, de devoirs, de masques. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre, mais d'autres traditions en ont parlé comme une descente aux enfers, une nuit noire de l'âme, ou encore une traversée du désert intérieur. C'est une caverne, froide, sombre, silencieuse, et pourtant, c'est là que commence la guérison. Car tout ce qui n'a pas été vu, ressenti, accueilli en nous réclame un espace. Et tant que nous fuyons cette part souterraine de notre être, nous vivons en surface, dans une tension constante, dans des jeux de défense, de justification, de surcompensation. Descendre dans la caverne, c'est cesser de fuir. C'est oser aller là où l'ego ne contrôle plus rien. Mais cette descente ne se fait pas avec la volonté de vaincre. Elle ne supporte pas les armes du mental. Elle exige humilité. Elle demande que l'on pose les valises de nos certitudes, que l'on abandonne les phrases toutes faites et les postures figées. Ici, il ne s'agit plus de comprendre, mais de ressentir. Il ne s'agit plus de convaincre, mais de se laisser traverser. Dans cette caverne, nous rencontrons nos peurs premières. La peur d'être abandonné, de ne pas être aimé, de ne pas être suffisant. Nous rencontrons la honte, la colère, la tristesse ancienne. Nous entendons, peut-être pour la première fois, les voix oubliées de notre enfant intérieur. Ce n'est pas un drame,
C'est un retour à ce qui a été laissé en chemin. Jung nous rappelle que l'individuation est un processus de totalité et non de perfection. Cela signifie que nous devons accueillir non seulement ce que nous valorisons en nous, mais aussi ce que nous avons appris à rejeter, à cacher, à détester. Et cela inclut aussi la vulnérabilité, la confusion, le sentiment d'échec. Ce que la société appelle faiblesse, la caverne l'appelle authenticité. Dans cet espace symbolique, quelque chose commence à se transformer, non par la force, mais par l'abandon. C'est là que la guérison se distingue de la réparation. Guérir ne consiste pas à corriger un défaut, mais à redonner une place à ce qui a été exclu. Ce n'est pas un geste technique, c'est un acte d'amour intérieur. Et plus nous descendons, plus nous découvrons que cette caverne n'est pas un lieu de mort. C'est un lieu de gestation. Le soi profond y dort, y attend. Comme une graine sous la terre, il a besoin d'obscurité pour éclore. Il a besoin que nous consentions à ne plus savoir, à ne plus paraître, à ne plus briller, pour mieux renaître de l'intérieur. Cette phase est souvent invisible aux yeux du monde, et elle n'a rien de spectaculaire. Elle ne se montre pas sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas rentable, mais elle est la source de toute transformation véritable. Car une fois que nous avons osé rester dans cette obscurité, quelque chose change. Le regard devient plus doux, le jugement s'apaise. La guerre intérieure cesse de faire autant de bruit. Guérir, c'est faire la paix avec ce qui nous dérangeait. C'est écouter notre monstre et lui dire « Tu fais partie de moi, je ne te combattrai plus ». Ce n'est pas capituler devant la douleur, mais cesser de la considérer comme un ennemi. Et paradoxalement, c'est en acceptant la descente que nous nous préparons à remonter. Une remontée différente, non triomphale, mais consciente. Une remontée sans illusion, sans masque rigide, sans l'arrogance du héros. Juste un être humain, plus entier, plus humble, plus relié à lui-même. C'est cela, la vraie guérison. Non pas devenir parfait, mais devenir vrai. Et lorsque cette vérité intérieure commence à s'installer, un nouveau regard peut se poser sur le monde. Un regard moins moraliste, moins défensif, plus tendre, un regard qui ne cherche plus à corriger, mais à comprendre. Un regard qui prépare le grand retour, celui vers la vie, mais avec un soi réconcilié. Nous sommes revenus au point de départ. Et pourtant, tout a changé. La question initiale résonne avec un autre écho. Quel est le type de personne le plus dangereux ? Au commencement, la réponse semblait extérieure, presque accusatrice. Celui qui nie son ombre, celui qui se croit pur. Mais maintenant, nous savons que ce danger n'est pas seulement chez l'autre. Il est en nous. Et il ne s'agit plus de condamner, mais de comprendre. Le cercle se referme non pas sur une certitude, mais sur une ouverture. Car la vraie maturité ne consiste pas à désigner les monstres du monde, mais à reconnaître ceux qui habitent en nous et à leur offrir un lieu, une voie, une humanité. Jung disait « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à celle des autres. C'est cette connaissance qui désarme, qui transforme la rigidité en souplesse, le jugement en curiosité, la peur en accueil. » À travers les symboles de ce voyage, la pureté qui isole, l'ombre oubliée, le miroir des projections, le masque de la persona, le héros aveugle, la descente dans la caverne et le retour transformé, nous avons découvert un chemin de réconciliation intérieure. Ce n'est pas un chemin de perfection, ni même de maîtrise, c'est un chemin de lucidité et d'amour. La lucidité, car rien ne change sans qu'on le voie. L'amour, car rien ne guérit sans être accueilli. Et si la personne la plus dangereuse est celle qui se croit pure, c'est parce qu'elle devient sourde à ce qui murmure en elle. En voulant incarner la lumière, elle refoule les ombres et finit par projeter ses guerres intérieures sur les hétéros sur les autres. Mais celui qui accepte sa part obscure devient un pont et non une arme. Il devient un espace de paix et non un champ de bataille. Ce voyage nous enseigne une chose essentielle. Il n'y a pas d'éveil sans descente. Il n'y a pas de lumière consciente sans ombre reconnue. Il n'y a pas de relation authentique sans miroir accepté. Il n'y a pas de vérité vivante sans chute de la persona. Et surtout, il n'y a pas de liberté sans retour à soi. Le monde d'aujourd'hui ne manque pas de certitude. Il manque de profondeur. Il manque d'individus capables d'habiter pleinement leur humanité, sans se perdre dans l'idéal, ni se noyer dans le désespoir.
Il a besoin de personnes capables de dire « Je ne suis ni bon ni mauvais, je suis complexe ». Et c'est à partir de cette complexité que je choisis de créer, de relier, de vivre. Le looping est donc ce cercle initiatique qui, en nous faisant passer par l'éclat et l'effondrement, par le jugement et la compassion, nous ramène là où tout commence, dans l'humilité d'être simplement humain. Et peut-être que là réside notre plus grand pouvoir, non pas celui de dominer le monde, mais celui de nous rencontrer en profondeur pour que nos actes, nos paroles, nos choix soient enfin enracinés dans une conscience élargie, ni pure, ni parfaite, mais réelle, vivante, reliée.